Bonjour tout le monde. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gabriel. J'ai gradué du programme météo à l'UQAM en avril 2019, donc il y a bientôt 2 ans. Puis j'ai commencé à travailler à Environnement Canada en octobre 2019, puis j'ai terminé ma formation cet été là, en juillet à peu près. Fait que on va présenter trois aspects du service. Essentiellement, Olivier va présenter la formation, le PSME ou le MOIP en anglais. Puis un peu, c'est comment déménager, parce que lui a dû déménager à Edmonton pour faire ça. Thomas va vous présenter les services qu'on fait pour l'aviation civile, donc pour les aéroports, tout ça. Et moi, je vais vous présenter ma division qui est les services d'aviation et défense. Fait que c'est une branche d'Environnement Canada qui s'occupe des prévisions pour l'armée canadienne puis les militaires à l'étranger. Fait que je vais laisser la parole à Oli, puis on va commencer ça. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Olivier. Comme Gabriel, j'ai gradué en avril 2019 à l'UQAM. Je suis rentré chez Environnement Canada l'été dernier et là présentement, je suis encore à l'étape de formation. Donc, je suis ici pour vous parler un peu de comment ça fonctionne quand on suit la formation Environnement Canada parce que le processus a un petit peu changé à cause de la pandémie, puis ça risque de devenir le processus que j'ai vécu dans le futur. Donc, je vais vous parler de comment ça se passe le nouveau PSME. Donc, d'abord, PSME, ça veut dire Programme de stage en météorologie d'exploitation, il me semble. Moi, je suis habitué avec le mot MOIP parce que je l'ai fait en anglais de Moncton, c'est Meteorologist Operational Internship Program. Donc, c'est ce que je suis en train de faire présentement de Moncton. Normalement, on commençait tout de suite au bureau et on faisait des cours tout de suite en rentrant chez Environnement Canada. Cette année, à cause de la pandémie, ça a été différent. Ils ont décidé de nous faire faire un projet en premier. Et ensuite, on a commencé en classe. Donc, en septembre, j'ai fait un projet d'une durée de 4 mois qui parlait des algorithmes de post-traitement, la performance de ces algorithmes-là pour prévoir les risques d'orage et les risques de bourrasque de neige. Donc, c'est des projets qui ne sont pas nécessairement compliqués, mais qui permettent vraiment d'en apprendre beaucoup. Et après ça, j'ai dû déménager à Edmonton parce que le cours à Montréal, qui est au CMC cette année, est plein. Donc, ça prenait des volontaires pour aller à Edmonton et j'étais volontaire. Donc, j'ai décidé de déménager à Edmonton. Le déménagement, c'est pas très stressant. C'est sûr qu'il faut trouver une compagnie de déménagement et tout le kit, mais sinon, Environnement Canada rembourse les dépenses, donc c'est pas un problème de ce côté-là. Et dans la prochaine slide, si Thomas peut changer de slide. Oui, donc ça, c'est un exemple d'horaire de ce que je vis présentement. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, c'est comme si j'étais à l'école présentement. Donc, là, aujourd'hui, on a commencé avec le Weather Workup. Donc, on a imprimé une grande carte de surface avec des cartes d'analyse à chaque altitude. Et là, il faut tracer les isothermes. Les isobars, on les traçait au début. Là, maintenant, ils sont tracés automatiquement parce qu'on pose qu'on sait comment les tracer. Puis vraiment, avec le temps, on nous fait apprendre des nouvelles affaires. Puis vraiment, le MOIP, je trouve ça très intéressant. Ça vient vraiment nous faire apprendre élément par élément. On part de la base, qui est l'analyse, et on finit par la prévision. Puis ça nous permet vraiment de devenir un prévisionniste qui est prêt à aller au bureau à la fin parce que là, on nous fait voir plein de cartes et des situations. Comme vous pouvez voir, on a eu une présentation. Ah non, ça c'est vrai, c'est la semaine prochaine, ça. Mais anyway, les Weather Workups, c'est à tous les matins là, qu'on fait ça. Mais la semaine prochaine, vous voyez, lundi, on va apprendre les précipitations, les procédés de formation des précipitations. On va faire de la révision pour notre examen parce que oui, au MOIP, on a encore des examens comme à l'université. Et la note de passage, c'est 75%. Donc, par contre, on a 2 essais. Au deuxième essai, si on coule encore, là, ben, malheureusement, on est sorti du programme. Mais en général, c'est rare que les gens coulent selon ce que j'ai entendu au MOIP. Là. Donc, c'est pas supposé être un stress, mais quand même, il y a des examens à étudier, il y a un peu de devoirs à faire, mais
Je dirais que la charge de travail à la maison est beaucoup moins lourde qu'à l'université, vu qu'on nous donne du temps au travail, vu que c'est considéré comme une job. Donc, on n'est pas supposé théoriquement faire de travail à la maison, mais on le fait pareil. Et on va avoir une belle présentation jeudi sur Gagetown et c'est ça. Donc, ça, c'est une photo du bureau où que je travaille présentement, donc les Eastgate Offices à Edmonton. Sinon, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense qu'on peut passer à la prochaine étape. Donc, Thomas ou Gabriel. Bon, je me suis mute. Bonjour, moi c'est Thomas. En fait, j'ai gradué en 2019. Donc, j'ai commencé le cours en fait en septembre 2019 en même temps que Gabriel. Puis, nous, on a eu l'expérience un peu plus typique un petit peu de la formation, là, comme à l'inverse d'Olivier. On a été la dernière cohorte juste avant le COVID. Fait qu'on a eu comme l'expérience que les gens avant nous ont eue. Mais comme Oli a dit, normalement, ils s'attendent à ce que la formule un petit peu de la formation change quand même. Fait que ça devrait ressembler un petit peu plus à son expérience qu'à ce qu'on a eu. Puis je vous dirais, une des grosses différences qu'on a, c'est le projet en fait que Oli a fait au début. Nous, on le fait 2 ans après avoir commencé. Donc, moi et Gab, on n'a pas encore fait ce projet de recherche-là, en fait. Puis, je pense que je vais commencer par dire mon Wi-Fi a l'air d'avoir un petit peu de misère. Fait que ça se peut qu'il y ait comme des petits 5 secondes où je lag. J'ai l'impression, je pense que c'est arrivé juste une fois à date, mais c'est pour avertir. Donc, c'est ça. Moi, je travaille en fait au CEMAC Est. On s'occupe vraiment de l'aviation à travers le Canada. Donc, on va régir un petit peu les cartes en altitude. On va aussi faire toutes les prévisions qui sont pour chaque aéroport un petit peu plus spécifiquement. Puis, on fait en fait quand même une tonne de produits. Puis, je vais passer un petit peu à travers les produits qu'on fait. Puis après ça, je vais te montrer un petit peu une journée typique, un horaire, ça ressemble à quoi, pour donner en fait une idée de c'est quoi vraiment le travail, ce qu'on fait là. Fait que les types de produits, on a des TAF. Je vais les passer rapidement comme ça parce que je vais les expliquer un petit peu plus en profondeur juste après. Fait qu'on fait des TAF, des GFA qui sont en fait les produits graphiques, d'autres sortes de cartes, dans le fond, les cartes de turbulence, les cartes de météo significatives. Une grosse partie en fait de notre job, vraiment, ce qui est le plus important, je vous dirais, c'est les sigmets pour l'aviation, qui sont en fait des alertes puis des avertissements en fait de temps comme très, très significatifs pour les avions. Sinon, en fait, on a plusieurs types de communication avec les clients qui sont résumés dans le fond dans des TAF+, des appels directement avec les clients, ou avec le NOC, qui est le Network Operations Center. Et pour commencer, en fait, nous, au CEMAC-Est, on s'occupe de la zone que vous voyez en vert puis celle en jaune. Le Canada est séparé en fait en GFA, donc il y en a 7. Puis le CEMAC Ouest, qui est à Edmonton, en fait, le centre où Olivier travaille en ce moment, s'occupe de celui qui est en orange, donc le 31, le bleu, qui est le 32, celui en rose, celui en orange, puis le blanc que vous voyez dans le nord, qu'on ne voit pas très, très bien. Là. Donc, comme vous pouvez voir, il y a un petit peu plus de monde qui travaille à Edmonton que ce qui travaille, dans le fond, au CEMAC-Est à Montréal. Un exemple de TAF, en fait, un TAF, c'est vraiment une prévision écrite qui va être codée en fait sous forme de ligne pour montrer le temps qui va arriver à l'aéroport à telle heure. Donc, vous voyez ce qui est encadré en vert, c'est le TAF en fait, donc c'est la prévision pour Montréal. Puis vous pouvez lire, comme à la première ligne, ça commence par, on voit le vent, qui est le 22007 nœuds. Ensuite, la visibilité dominante, le type de précipitation qu'on va avoir, le type en fait de si on a de la brume ou quelque chose comme ça, puis ensuite la hauteur des plafonds des nuages. Donc, c'est toutes des informations qui sont quand même très, très importantes pour l'aviation parce que ça va impacter différents types d'avions. Ça va impacter en fait le type normalement d'atterrissage puis de ce que les avions peuvent faire. Donc, des gros avions de ligne, des fois, peuvent atterrir dans des conditions qui sont vraiment moins bonnes que des petits avions, en fait, qui sont pilotés par des gens avec des fois un petit peu moins de formation ou d'heures de vol dans le ciel. Donc, c'est important, en fait, de savoir justement quand tu vas arriver à l'aéroport, à quel type de conditions est-ce que tu peux t'attendre,
puis est-ce que tu vas être capable d'atterrir ou est-ce que tu as besoin de trouver un aéroport alternatif pour pouvoir être capable d'atterrir. Donc, c'est quand même très important. Puis je vous dirais, des clients, en fait, ou des gens, des fois, qui nous appellent, puis qu'on est toujours un petit peu plus étonné, c'est les écoles de vol. Il y en a une à Moncton, justement, au Nouveau-Brunswick, qui appellent des fois, puis eux, ils ont besoin de conditions qui... En fait, il faut qu'il fasse très, très beau pour que les élèves puissent voler pour les premières fois. Donc, ils nous appellent tout le temps pour savoir, est-ce que tu es vraiment sûr d'avoir comme ce plafond à cette telle hauteur-là ou cette visibilité-là? Parce que, justement, quand tu apprends, c'est encore plus important. Fait que je vous dirais, ça, c'est le taf, en fait, d'hier pour Montréal. Fait qu'on peut voir en ce moment, ce qu'ils prévoyaient, c'est qu'on allait avoir quand même des nuages assez bas, puis un petit peu plus tard en après-midi, la possibilité d'avoir un petit peu de neige. C'est dans le fond ce que ça l'explique. On peut le voir, en fait, à comme la troisième ligne à partir du bas, qui est le FM 24-19. Puis, en fait, ce que ça veut dire, c'est le 24e jour du mois à 19 h Zoulou. Donc, si on fait -5, normalement, on devrait arriver comme au début d'après-midi. Sinon, les GFA, qui sont une autre grosse partie, en fait, de notre travail, on a beaucoup, beaucoup de produits graphiques, je vous dirais, mais celui qui demande le plus de temps et qui est le plus important, c'est vraiment le GFA. Dans le fond, c'est la représentation graphique un petit peu des tâches qu'on fait. Donc, on va vraiment venir dessiner chaque zone de nuage avec un plafond qui est dominant pour essayer de déterminer, en fait, comme à l'intérieur de cette zone-là, à quel type de conditions est-ce qu'on peut s'attendre. Puis, comme on va voir aussi donc, tout ce qui est en brun, ça va vraiment être les zones qui délimitent les nuages. Puis ce que vous voyez en vert, c'est comme les zones de précipitation. Donc, on peut voir un petit peu le mouvement de la météo qui va se promener, en fait. Puis, c'est quand même aussi important pour les avions qui vont traverser dans cette zone. Donc, des fois, il va faire beau à l'aéroport où tu décolles, il va faire beau à l'aéroport où tu vas atterrir, mais entre les deux, tu peux t'attendre avec la météo qui est des fois un petit peu plus importante. Fait que tu peux le savoir normalement avec le GFA. Puis encore une fois, tu peux t'attendre, tu peux voir en fait quelle visibilité t'attendre, quel type de nuages t'attendre, à quelle hauteur est-ce que ces nuages-là vont arrêter. Comme ça, un avion, des fois, qui est un avion un petit peu plus gros, va pouvoir passer au-dessus de ces nuages-là. Puis l'autre partie qui est comme super importante dans les GFA, c'est tout ce qui est convection. Donc, normalement, la convection, en fait, ça implique quand même de la turbulence, puis des conditions météo un petit peu plus intenses. Fait que c'est important, dans le fond, de bien représenter la turbulence à l'intérieur Puis on va les voir, en fait, là, des fois, vous allez voir, si vous regardez la zone verte complètement à droite, vous allez voir un ISO ACC 160. Donc, ça montre dans le fond des nuages de convection qui montent jusqu'à 16 000 pieds. Donc, des avions qui volent plus haut que ça vont être capables de l'éviter, mais des fois, des plus petits avions qui ne vont pas monter à cette altitude-là ne vont pas avoir le choix nécessairement de peut-être contourner la zone ou de faire attention quand ils traversent. Puis, le complément du GFA, en fait, on refait techniquement la même zone, mais on montre tout le givrage qu'il peut avoir à l'intérieur. Puis on va montrer, puis en fait, le givrage, c'est tout ce qui est en bleu. Puis tout ce qui est en rouge, ça va être la turbulence. Donc, encore une fois, c'est ce qui est important normalement pour les avions quand ils vont autant partir puis atterrir, mais aussi en vol, parce qu'on est capable de représenter, dans le fond, des zones de turbulence un petit peu plus importantes puis qui montent plus haut que beaucoup d'avions ne pourront même pas, en fait, éviter. Puis, les GFA, normalement, on va en faire 3. Donc, un pour en ce moment, Un problème de connexion, hein? Ouais, Il nous avait avertis déjà d'avance. Ouais, ça devrait pas être trop long. Fait qu'il peut se reconnecter.
Allô? Il est de retour. OK. On m'avait perdu. Est-ce que ça faisait combien? Tu disais qu'il y en avait 3 par jour. C'est là que ça avait bloqué. Oh! OK. Ben non, j'avais pas mal fini sur les GFA, là. En fait, je vais passer tout de suite à l'autre carte. C'est pas mal ce qui était le plus important. Je vous dirais, les GFA, là, c'est comme notre carte la plus importante. Les autres, on les fait. On sait qu'il y a moins de monde qui les regarde un petit peu. Mais c'est quand même un produit qui prend pas mal moins de temps. Je vais commencer. Comment tu peux repartager ton écran? On l'a perdu. Oh, oui, parfait. Ça devrait être correct? Ouais, donc ça, c'est la carte, en fait, de turbulence à haut niveau. Puis je pense que le titre dit pas mal ce que c'est, en fait. Fait que c'est vraiment juste une carte qui montre la turbulence qu'on va avoir au-dessus de 28 000 pieds. Fait que c'est presque exclusivement fait pour les avions de ligne. Fait que normalement, en fait, quand vous traversez l'Atlantique, vous prenez l'avion, puis ils sont capables de vous dire oh, on s'attend de la turbulence aujourd'hui. En traversant au-dessus de l'Atlantique, on va peut-être avoir une zone de turbulence un petit peu plus importante. Normalement, c'est un produit comme ça qui vont se référer, puis c'est grâce à ça qu'ils vont le savoir. Oh. En fait, la dernière carte, pas mal qu'on fait, c'est la carte en fait de météo significative. Puis tout ce que c'est, en fait, c'est on prend les GFA, on les assemble tous ensemble, puis tout ce qui est au-dessus de 10 000 pieds va rester sur la carte. Puis tout ce qui est en dessous de 10 000 pieds va disparaître. C'est comme une version simplifiée un petit peu d'un GFA. C'est vraiment pour les avions un petit peu plus gros, justement, encore une fois, qui vont passer à travers cette météo-là à des altitudes un petit peu plus hautes. Fait que tout ce qui est comme plus bas, c'est un petit peu plus superflu. Puis, comme je disais, les sigmètres qui sont pas mal la partie la plus critique et la plus importante de notre job, c'est vraiment en fait un avertissement météo. C'est quand on a de la turbulence, soit qui va être très forte ou qu'on va avoir du givrage qui va être très fort ou ça va vraiment affecter en fait le trafic aérien. On envoie dans le fond une petite zone d'alerte comme vous voyez ici. Là j'ai pris l'Océanie parce qu'en ce moment, sur l'Amérique du Nord, il n'y avait rien. Fait que je ne pouvais pas montrer en fait d'exemple de sigmètres sur le Canada parce qu'on n'en avait pas. Donc, il y a comme plusieurs types de sigmètres. Comme j'ai dit, on va couvrir la turbulence à haut niveau, qui est comme le Clear Air Turbulence. On va couvrir aussi la turbulence mécanique qui est au sol quand on a des vents qui sont très, très, très forts. On va aussi le couvrir avec des sigmètres. Quand on a des orages importants aussi ou très organisés, on va pouvoir les afficher à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez, mais sur la Nouvelle-Zélande, il y a des mountain waves. Donc ça va être aussi comme très dangereux pour l'aviation. Surtout, en fait, les petits avions qui vont passer des fois à des altitudes un petit peu moins hautes. Puis d'autres, en fait, sigmètres, mais qu'on n'a jamais au Canada, ça va être de fumée volcanique, en fait. Et quand il y a des éruptions aussi de volcans, on va essayer de faire un sigmètre qui va suivre le panache de fumée parce que ça peut être très dangereux, en fait, surtout pour les moteurs d'avion. Ce qui arrive, en fait, c'est que la cendre va s'incruster à l'intérieur du moteur puis va comme se vitrifier. Donc, ça va vraiment venir comme bloquer le moteur. Puis, ça peut être très, très dangereux, même pour des gros avions. Puis, pour finir tout ça, ce qui est surtout important, en fait, avec notre travail, des fois, c'est facile de juste se perdre puis de faire notre prévision puis de s'arrêter là. Mais c'est de ne pas oublier, en fait, qu'on le fait pour des gens qui, eux, doivent organiser comme le trafic aérien à travers le Canada, doivent s'occuper, en fait, de la sécurité de tous ces gens-là. Donc, des fois, on va avoir des appels directement, en fait, des dispatchers ou des compagnies aériennes qui vont nous dire est-ce que tu es certain de ce forecast-là? Est-ce que tu penses que ça va être arrivé? Qu'est-ce que tu penses que ça va avoir comme impact? Puis souvent, en fait, le gros problème qu'on a avec les forecasts qu'on a, puis comme les produits que je vous ai montrés avant, c'est qu'on a de la misère, en fait, à essayer de montrer la certitude qu'on a. Donc, des fois, on peut faire un forecast, mais dire comme, ah, écoutez, je ne suis pas nécessairement certain que ça va arriver, ou il y a peut-être une petite probabilité que ça arrive, ou ça, je suis très, très certain. Puis ça, on n'est pas capable de le montrer, en fait, dans nos produits. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on va faire soit directement en parlant aux gens.
quand ils vont nous appeler. Ou sinon, pour des événements météo un petit peu plus importants, ils vont demander un TAF+. Puis, en fait, c'est après notre TAF, on va juste rajouter un texte qu'on fait à la main où on peut justement donner un petit peu plus d'informations sur le TAF, sur la prévision, notre certitude qu'on a pour certains événements, si on est plus certain d'autres que d'autres, en fait, les événements. Fait que ça peut vraiment aider, en fait, la communication avec les clients. Puis je vous dirais, la dernière chose importante qu'on fait, on fait des briefings aussi pour le NOC. Puis ça, en fait, c'est des gros appels où il y a toutes les dispatchers au Canada, toutes les compagnies aériennes du Canada. Donc, tout le monde qui veut faire voler un avion, en ce moment, est connecté sur cet appel-là. Puis, on est capable, en fait, d'expliquer nos forecasts un petit peu à ces gens-là. Puis, pour finir, en fait, la journée typique, normalement, on rentre, puis on va juste on a accès, en fait, à des outils météo qui sont un petit peu exclusifs à nous. Puis, je pense que la Nouvelle-Zélande, puis le UK a les mêmes produits que nous environ. Donc, ça, c'est comme un exemple un petit peu de ce qu'on utilise. Donc, on peut voir tout ce qui est l'Atlantique. On peut superposer, en fait, puis vraiment customiser ce qu'on veut voir. Donc, on peut se créer comme des scènes un petit peu pour tel type de prévision ou tel type de prévision. Donc, ça nous aide beaucoup, en fait, à accélérer comme notre rapidité, puis être capable de produire des forecasts, des prévisions des fois un petit peu plus précises, puis d'avoir des informations, d'avoir accès à certaines informations un petit peu plus rapidement. Donc, ça, ce qui s'appelle Nino, en fait, ça nous aide beaucoup. Donc, c'est ça. Journée normale, en fait, on rentre, on a un briefing normalement du météorologue qui était là avant nous autres sur notre poste. Il va nous dire comme « Ah, moi, je m'attends à ça. » Donc, ça me donne déjà une idée, en fait, en rentrant au travail. Puis après ça, on va produire une première ronde de TAF. On va faire nos cartes, normalement, qui sont les GFA. On va envoyer nos derniers TAF. Puis ça, en fait, tout ce cycle-là va prendre 6 heures, puis on le répète 2 fois. Donc, on travaille tout sur des corps de 12 heures. Puis c'est pas mal ça, en fait. Gab, est-ce que tu voulais commencer? Oui, un petit peu. OK. Donc, moi, je l'ai dit tantôt, ma division, c'était les services d'aviation et défense. Puis le bureau pour lequel je travaille, c'est le JMC ou le Joint Met Center, Joint Meteorological Center, qui est essentiellement le bureau qui s'occupe des prévisions de l'armée canadienne à l'international et national au Canada. Next. Donc, on a, contrairement aux bureaux de prévision publique ou d'aviation qui ont des zones de responsabilité qui se limitent comme aux provinces ou à l'est du Canada, nous, notre zone de responsabilité, c'est le Canada au complet. Donc, ça, c'est les bases qu'on a dans l'est du Canada. Si vous venez de Québec ou du Saguenay, là, vous pouvez probablement reconnaître comme Valcartier ou Bagotville. Puis ça, c'est nos bases qu'on a dans l'ouest du Canada. On a aussi quelques bases, deux sites dans l'Arctique canadien qui ne sont pas couverts par le reste des bureaux. Donc, on s'en occupe, c'est la station d'alerte, qui est l'emplacement habité continuellement le plus au nord de la planète, et la station scientifique d'Eureka sur l'île d'Ellesmer. Donc, tu peux tous les passer. Ça, c'est nos types de produits. Ça a l'air d'être beaucoup, mais c'est tous des produits qui ne prennent pas énormément de temps à faire. Donc, nous, on fait des TAF, on fait des rapports météorologiques, des avertissements, des analyses de surface, des TAC-PROG, que je vais tout expliquer. Là. Tu peux passer à la prochaine slide. Donc, on produit aussi, même si on fait beaucoup d'aviation, on produit aussi des prévisions de type public. Donc, ça, c'est un exemple tapé à la main qu'on produit pour CFS Alert, qui est la station des Forces canadiennes. Et ça suit un style, là, comme vous verrez sur le site d'Environnement Canada, là, Flurry, Snowfall Amount Trace, Wind Light, Temperature Steady Near -30. C'est tout en anglais, là, parce qu'on produit ça en anglais puis c'est traduit après, mais donc ça, c'est un exemple de rapport météorologique qu'on va écrire. L'avertissement, ça, c'est très important. C'est l'équivalent de nos SIGMET, qui sont n'importe quel événement météo qui pourrait être dangereux à n'importe quel déroulement des aviations ou même pas dangereux, juste qui pourrait perturber des opérations. On a même des avertissements pour comme des rafales à 25 nœuds. Le 25 nœuds, c'est rien, c'est quand même pas 50 km/h. Mais il y a certaines portes de hangars d'avions qui vont battre dans le vent et qui vont s'endommager. Fait qu'on a plein de petites conditions un peu custom pour le militaire, là, pour les besoins du militaire.
Ça, c'est un exemple d'analyse de surface. Donc, ceux qui ont fait l'app de météo, vous avez probablement déjà au moins vu ça ou fait quelque chose de similaire. C'est une carte qui représente les conditions à la surface. Donc, c'est dessiné à la main, à la main avec un logiciel, mais c'est fait à la main. Puis, ça représente les zones de nuages, les zones de précipitation, les types de précipitation, les orages, ça c'est les symboles rouges, les dépressions, les anticyclones, leur vitesse de déplacement, les historiques, les zones de restriction à la visibilité comme la brume, brouillard, poudrerie, tempête de sable même, pas au Canada, mais en Afrique, ça peut arriver. Donc, on a plein de conditions là, à la surface comme ça, puis on en produit 4 par jour, une à chaque heure synoptique, donc minuit UTC, 6 heures UTC, 12 heures UTC et 18 heures UTC. Ça, c'est un exemple qu'on appelle des TAC-prog ou des Tactical Prognosis. Puis essentiellement, comme vous pouvez remarquer, ça ressemble un peu au GFA que Thomas nous montrait. Ça représente là, les zones de nuages, leur épaisseur, le givrage à l'intérieur, la convection qu'on peut retrouver, les types de précipitations qu'on peut y retrouver. Puis, dans le fond, comme si on peut prendre un exemple, mettons la zone de nuages en haut à droite, on voit BKN layers, ça veut dire broken layers, donc c'est des layers de nuages un peu brisés, là, pas nécessairement complètement overcast, de 10 000 pieds à 26 000 pieds. Et en dessous de ça, on va avoir une épaisseur scattered, donc plus éparpillée, de 5 000 pieds à 8 000 pieds. C'est tout en pieds parce que l'aviation, c'est les Américains, puis c'est comme ça que ça marche. Puis PCSM, c'est la visibilité plus que 6 statute miles, qui sont des milles terrestres, donc environ 10 km de visibilité. Nil sig icing, ça veut dire nil significant icing, donc pas de givrage significatif. Et ISOLD ACC 220, comme Thomas dit, c'est des altocumulus castellaneus à 22 000 pieds isolés dans cette région-là, qui vont donner des averses de pluie à une visibilité de plus que 10 000. Fait que ça sert au développement, à l'entraînement essentiellement, là, quand ils s'entraînent sur leur zone de vol pour savoir à quoi s'attendre, pour que les briefers puissent les briefer pour la journée. Next. Ça, c'est ce qu'on appelle des pronostics synoptiques. C'est des cartes un peu comme des cartes de surface là, avec les entités synoptiques, les dépressions anticyclones, avec les fronts tracés à la main, les creux barométriques. Puis on en produit un pour T plus 12, T plus 24 puis T plus 36 2 fois par jour pour avoir un aperçu. Ça, c'est surtout pour la marine qui utilise ça, la marine royale canadienne, pour prévoir leur déplacement dans l'océan Atlantique. Next. On fait des prisons de neige et glace aussi. Ça, c'est pour les pistes d'atterrissage de certains aéroports importants comme le hub de Trenton, qui est comme une base un peu logistique où on fait des vols de rapatriement, là, comme les vols de rapatriement de la Chine au début de la pandémie ou des livraisons de vaccins aussi qui sont reçues là. Donc, c'est important que les pistes soient dégagées en tout temps. Puis ça donne un aperçu pour les déneigeurs puis les gens qui enlèvent la glace là, pour préparer leur équipement. Puis on a aussi, comme on parlait, des bulletins spéciaux. Ça, c'est le fun quand on n'est pas certain de notre forecast. On peut indiquer notre niveau de confiance. Vous voyez en bas, là, ça dit Forecaster Confidence 0 to 6 hours high. Donc, ça veut dire quelqu'un qui avait confiance en sa prévision. Mais si on a des systèmes compliqués, surtout ça, c'est pour la base de Cold Lake en Alberta, qui est juste en bas des Rocheuses. Puis c'est là qu'on va voir comme la cyclogenèse puis des dépressions qui se forment. Puis ça, c'est souvent messy et que le modèle a de la misère à capturer ça. Donc, ça nous permet de dire, bon, on pense que c'est ça qui va arriver, mais il pourrait aussi arriver ça, puis on peut un peu plus détailler, rajouter de la valeur à notre prévision. Next. Puis ça, c'est la partie de fun, c'est les opérations spéciales. Dans le fond, c'est un peu ce qui rend notre travail varié, là, parce que ça change tout le temps. Pas juste, on peut en avoir là, à tous les mois quasiment, ou des fois une fois par saison, peu importe. Ça peut durer n'importe où de 2 semaines à 3 ans. Mais dans le fond, c'est des opérations spéciales du militaire qui ont besoin de produits spécifiques à un certain endroit. Puis ça peut être aussi des opérations de search and rescue. Par exemple, je pense qu'il y avait un exemple d'un bateau dans la baie du Son ou la baie James qui s'était échoué, puis il fallait qu'il envoie des hélicoptères pour les aider. Fait qu'on avait fait des briefings pour eux, les vols de rapatriement des Canadiens de Chine au début de la pandémie de COVID.
Sinon, un exemple plus récent d'opération spéciale qu'on a eu, c'est en Alaska, dans la région de Fairbanks. Il fallait produire des TAC-prog puis des avertissements pour des hélicoptères qui s'entraînaient en Alaska. Donc, c'est le fun, fait on peut voir d'autres climats que le Canada. Puis aussi, on a d'autres opérations partout dans le monde, là, en Afrique, au Moyen-Orient, Russie, Europe, Amérique centrale. Donc, c'est une belle expérience pour voir d'autres météos qu'on n'apprend pas nécessairement ni au bac en météo Alicam, ni pendant la formation du PSME là, en Environnement Canada. Fait que ça, c'est un peu la partie cool de mon travail. Next. Puis c'est ça, je peux donner un exemple rapide de matin. Donc, en tout temps, on fait comme une veille météo. Donc, la veille météo, c'est comme juste regarder est-ce que nos prévisions fonctionnent, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait savoir ou que les bases devraient savoir, notre programme d'avertissement, nos événements de la prévision, parce que les TAF, qui sont les prévisions d'aéroport, si jamais les conditions ne sont pas respectées, les conditions de vol sont trop différentes de notre prévision, il faut l'amender en dedans de 20 minutes. Fait qu'il faut être on the ball pour ça, il faut savoir qu'est-ce qui se passe en tout temps. Puis aussi des appels de consultation, briefing, là, comme l'autre jour, j'ai un briefer qui m'a appelé pour me demander de faire un petit briefing météo sur le sud de l'Ontario parce qu'il y a un système qui s'en venait pour les livraisons de vaccins. Fait que ça, c'est un exemple de trucs qu'on fait en tout temps. Donc, c'est ça, comme Thomas, l'avant-midi et l'après-midi se ressemblent parce que généralement, nos produits sont émis 4 fois ou 2 fois par jour. Fait que l'après-midi, c'est un copier-coller du matin. Donc, au début, on rentre, on fait, c'est dépendant de l'heure parce qu'en ce moment, les tâches sont émises quand on rentre travailler. Fait que c'est le chiffre d'avant qui les a rédigés, puis nous, on les émet. Mais normalement, c'est ça. On va rentrer, on va rédiger nos tâches, on va les envoyer. On a aussi des bases qui volent juste le jour, du lundi au vendredi, de 9 à 5. Fait qu'eux, quand ils rentrent, ils nous appellent puis on leur produit un TAF on the fly. Sinon, ça va être une analyse de surface, comme je vous ai montré plus tôt. Là, les cartes, on en produit 4 par jour, donc chacun des bureaux en produit. Après ça, on va préparer nos TAC-prog pour la journée, pour l'après-midi. Puis, un produit que je n'ai pas parlé, c'est les Fireweather. C'est des prévisions essentiellement qu'on fait en été pour le risque de feux de forêt proche de certaines bases. Puis, on va les rédiger, les émettre. Puis après ça, on va avoir comme une pause de 1 ou 2 heures à peu près où on peut faire essentiellement ce qu'on veut s'il n'y a pas de météo. Tu peux être sur YouTube, Netflix. mais en tout cas. Puis après ça, vers 11h ou midi, la nouvelle sortie du modèle de 12 Zulu rentre. Fait qu'on peut commencer à préparer nos prévisions de l'après-midi de 18 Zulu pour nos TAF. Puis en même temps, si on a des opérations spéciales, on va envoyer des produits pour ça. Puis ça, c'est à peu près nos chiffres. Là. Normalement, on va avoir comme un cycle normal, ça va être 2 jours de 12 heures, ensuite 24 heures de congé, puis 2 nuits de 12 heures, et après ça, environ 5 jours de congé. Fait que ça fait des cycles de 10 jours à peu près. C'est pas comme ta semaine typique, mais, mais c'est le fun d'avoir beaucoup de jours de congé après là, entre le travail. Puis c'est pas mal ça que j'ai à montrer pour mon GMC. Avez-vous des questions? Des choses, je sais qu'on a utilisé beaucoup d'acronymes puis un peu de jargon. Là, fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment. S'il y a peut-être un petit truc, admettons, que je peux rajouter, là, c'est comme Gabriel a parlé des pauses un petit peu qu'on a, mais comme dans notre journée, on n'a pas nécessairement comme de temps alloué pour, disons, aller manger, prendre des pauses ou quelque chose comme ça. C'est vraiment dépendamment de la météo parce qu'il faut comme être là à tous les moments prête à comme changer justement ou parler à quelqu'un ou changer en fait un forecast. Fait que dans des journées qui sont relaxes, tu n'as pas beaucoup de météo, tu peux te retrouver à lire un livre ou comme faire autre chose comme pendant quand même des longs moments. Puis comme tu peux avoir des journées qui sont totalement le contraire où tu manges à ton bureau en train d'écrire tes prévisions puis tu n'as pas le temps de faire grand-chose d'autre. Il y a des journées qui bougent, puis il y a des journées où ça bouge vraiment pas. Comme la météo. Ça, c'est moi, j'ai peut-être une question pour Gab. Oui. Tu sens pas un peu mal de faire des prévisions pour l'armée, mettons? Être la personne qui fait des prévisions, mettons, pour, je sais pas, là, un débarquement à quelque part, puis il y a des gens qui meurent, là, je sais pas trop. Là, c'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Puis j'avais aussi mes réserves par rapport à ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens dans mon bureau qui ont des réserves par rapport à ça. Ce qui est un peu différent, c'est qu'on n'est pas en guerre en ce moment. Puis le Canada, en général, son rôle
militaires dans l'OTAN puis dans les alliances militaires, c'est des rôles de support logistique, de support médical, de support scientifique, de support météorologique comme on fait. Donc, ce n'est pas directement je fais une prévision pour je fais une prévision pour bombe des civils en Afghanistan. C'est vraiment, vraiment pas ça qu'on fait. Puis aussi, comme un exemple que je peux donner, c'est une opération spéciale qu'on avait en Roumanie récemment qui s'appelle l'opération Réassurance. Puis c'était essentiellement parce qu'il y avait des mouvements de troupes russes proches de la frontière qui essayaient d'exercer de l'influence en Roumanie. Puis on a vu comme c'est arrivé en Crimée, en Ukraine. Là, les Russes, ils peuvent juste prendre des territoires qui leur tentent sans trop de... Fait que c'est des forces canadiennes qui étaient stationnées là pour dire aux Russes, c'est back off, on va rien faire, mais on va vous montrer que, regarde, vous ne pouvez pas juste rentrer en Roumanie comme ça vous tente, puis disrespect l'ordre international comme ça. Fait que c'est un peu ça. Mais... C'est bon, c'est bon. J'ai une question, Gab. Quand vous faites des prévisions comme ça dans des endroits qui sont manifestement pas le Canada, est-ce que vous avez des outils spéciaux un peu comme vous auriez pour faire une prévision au Canada, c'est-à-dire qui vont chercher de l'information de d'autres modèles que les modèles canadiens ou dans le sens, qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce que vous utilisez simplement des modèles globaux ou est-ce qu'il y a des outils un peu plus spécifiques? Oui, malheureusement, on est quand même limité. Évidemment, souvent, le RDPS ne se rend pas, le modèle régional ne se rend pas. Fait que souvent, on va utiliser le global ou comme le UKMet. On va utiliser des modèles globaux. On est pas mal limité. Sinon, on va utiliser des observations de surface parce que tous les aéroports produisent des météores et des observations de surface. Mais on n'a pas vraiment d'outils spécialisés pour une région parce qu'on couvre le monde au complet. Fait que on n'a pas vraiment de fenêtre là, qu'on peut. Puis on ne peut pas demander au CMC de. Parce qu'en plus, c'est souvent, pendant que c'est en cours, c'est souvent des opérations secrètes. Fait qu'on n'a pas le droit d'en parler, puis le CMC n'a pas nécessairement les clearances pour faire ça. Fait que c'est comme, on fait avec ce qu'on a. Là. On peut pas faire des miracles. Fait que vous utilisez des modèles globaux. Oui, on utilise des modèles globaux. Ouais. Celui du UKMet, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, le CMWF, on utilise... on ne peut pas y accéder. Il faut y accéder à l'externe. C'est pour ça qu'il faut comme, savoir travailler avec les modèles canadiens parce que s'ils ne sont pas supportés 24/7 sur nos plateformes, fait que si le site est down, ben, on ne peut pas y accéder. Okay, Il faut surtout s'adapter à nos modèles canadiens qui sont supportés 24/7. S'il est down, en 20 minutes, c'est réglé. Puis on peut retourner dessus. Parfait. Merci. Oui. Est-ce que j'ai une autre question, excusez. Est-ce que vos chiffres en termes de nombre d'employés, ça dépend justement de la météo? Mettons, s'il y a une grosse tempête, est-ce que vous pouvez être appelé pour y aller en renfort, pour travailler plus, en plus de nombre, je veux dire? Là? Ou c'est couler dans le béton, puis c'est... des fois, tes journées, tu travailles plus, tu travailles moins. C'est généralement coulé dans le béton. La seule chose que je dirais, c'est si, mettons, quelqu'un colle malade puis que c'est une journée bien tranquille, on ne va pas appeler quelqu'un en remplacement, on va juste se séparer les produits. Mais en tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je sais que le CEMAC, peut-être, des fois, vous appelez quelqu'un de plus en renfort. Tom, peut-être un peu plus... Oui, non, c'est ça. En fait, nous, normalement, en fait, ton chiffre à toi est coulé dans le béton. Mais souvent, on a des gens un petit peu en surplus qui sont sur des corps qu'on appelle en fait des corps de projet. Donc, c'est normalement, tu rentres au bureau puis tu fais comme un corps de travail normal, mais tu peux faire en fait des projets, fait que tu peux développer des outils, tu peux travailler en fait vraiment sur plein d'affaires. C'est comme un petit peu du temps à toi que tu as pour faire ça. Mais quand il y a beaucoup de météo, normalement, ce qu'on va faire, on va prendre la personne qui est en projet puis on va l'ajouter sur l'équipe, fait que tu vas te retrouver avec une personne de plus. Puis au lieu d'avoir comme un rôle spécifique, tout le monde peut lui donner comme des petites tâches. Fait que tout le monde a comme une charge un petit peu allégée des fois. Puis l'autre personne va se retrouver avec une charge qui n'est pas aussi comme monstrueuse, puis qui va quand même avoir une bonne journée. Fait que ça fait qu'on a plus de temps pour faire des meilleures prévisions aussi. Là. OK, merci. Pas mal ça, ouais. Pierre, ici. Non, c'était vraiment chouette vos présentations. Merci. Mais j'avais une question pour vous trois.
Je ne me rappelle pas, je pense que vous avez mentionné que vous aviez, disons, certaines journées par temps calme, beaucoup de temps disponible. Est-ce que vous travaillez en parallèle aussi sur des projets spécifiques pour développer des nouveaux produits propres à votre, dans le cadre de votre travail? Oui, on a du temps de projet réservé à ça. En ce moment, moi, putain, vu qu'on est juste des MT2, encore en développement, notre temps de projet, c'est surtout du développement personnel, pas personnel, mais météorologique, là, apprendre plus sur la météo, faire des études de cas sur nos sites et tout ça. Mais une fois qu'on devient opérationnel, là, solo, tout le kit, ça, oui, on va avoir du temps pour faire des projets. N'importe quoi, là. Ça peut être des études de cas, ça peut être des trucs climatologiques, ça peut être du développement de produits, de nouvelles scènes qu'on peut utiliser opérationnellement. Il y a plein de types de projets qu'on peut faire, mais sur les shifts, généralement, on est réservé à un shift. On ne va pas faire du temps de projet sur des shifts parce que là, ça devient compliqué un peu. Bien, pour donner comme un exemple, je dirais surtout le développement avant se faisait à Edmonton parce qu'il y avait quand même pas mal plus de monde, donc plus de corps de projet, en fait. Puis maintenant, en fait, à Montréal, on est rendu avec comme une équipe vraiment de développement. Avec tout le monde qui veut comme travailler justement à faire des produits ou comme améliorer certaines choses peuvent aller sur cette équipe-là. Puis ils vont se faire assigner des projets des fois un petit peu plus comme spécifiques où tu peux développer des outils que tu penses qui vont être utiles pour toi, là. Fait qu'il y a quand même pas mal de possibilités. Puis comme en ce moment, je me suis impliqué sur une équipe, puis je suis en train comme d'optimiser un petit peu l'horaire puis comme la répartition de tâches. Fait qu'on bouge un petit peu ce que les gens font dans le jour. Donc, tu sais, des fois, une personne qui était responsable de 5 tafs, puis un autre de 6, ben, on va en bouger un ou deux à l'autre pour essayer de voir justement comment est-ce qu'on peut mieux répartir l'horaire. Fait qu'il y a pas mal de produits qu'on fait ou comme de petits projets, là. Je veux dire, j'ai grandement apprécié vos présentations. J'ai eu la chance de passer par là il y a longtemps, en 1974 en fait. René était juste avant moi, en 1973. Il était à Edmonton, moi j'étais à Vancouver. Puis je veux dire que ça n'a pas changé tant que ça. Vraiment, ce que vous avez présenté, c'est dans la continuité de ce qu'on avait à l'époque. Donc, je pense que c'est assez quelque chose qu'il faut s'attendre qui évolue avec la technologie. Je me demandais si vous aviez la chance de passer d'un poste à l'autre. À l'époque, on passait de météo, prévision forêt, aviation, marine, poste prévisionniste principal. On faisait comme une rotation pour être formé dans les différents postes. Puis il y avait aussi des projets spéciaux. Est-ce que vous avez encore la chance de faire des rotations sur les différents postes? Oui, il y a ça aussi. On peut demander des affectations temporaires là, de comme 8 mois à 1 an dans un autre bureau. Je sais qu'ils aiment bien ça, faire ça, parce que plus tu as d'expérience dans des bureaux différents, plus tu deviens un bon prévisionniste, là. Fait qu'ils sont ouverts à ça, là, à nous faire des genres de stages là, de 8 mois, 1 an là, dans d'autres, au public, à l'aviation, dans d'autres domaines. Mais à l'intérieur du même bureau, est-ce que vous avez l'opportunité de changer de position pour expérimenter le point de vue du public, par exemple, des feux de forêt ou de l'aviation? Oui, ben, c'est ça. Dans un bureau spécifique comme moi, à Guichetown, on fait juste du militaire. Donc, on change de bureau dans le sens qu'on a 3 bureaux, un qui s'occupe de l'Ouest du Canada, un qui s'occupe du Centre, puis un qui s'occupe de l'Est. Fait que ça, on fait tout le temps des rotations, là. Mais on n'a pas d'autres spécialités dans ça. Fait à l'intérieur du même bureau, nous, on ne peut pas faire de changement comme ça, juste entre les bureaux. Comme nous, un petit peu plus qu'on fait, on a l'aviation, puis 5 mètres à côté de moi, j'ai les gens qui font la prévision publique. Fait que des fois, je ne l'ai pas fait, mais c'est plus facile des fois de demander juste un changement, puis tu t'en vas juste l'autre bord du mur, en fait. Fait que tu peux essayer un petit peu de faire comme d'autres affaires, ou si tu es tanné un petit peu des prévisions justement pour l'aviation, tu t'en vas au public, ou il y a la climatologie qui n'est pas super loin, ou il y a comme la communication avec les médias aussi qui est comme 2 portes plus loin. Fait que c'est quand même le fun parce qu'à l'intérieur de la même job, en fait, comme à l'intérieur d'Environnement Canada, c'est facile de changer de travail si jamais il y a quelque chose d'autre qui t'intéresse. Fait que tu n'es jamais pris en place, puis si tu te dis comment j'aimerais essayer autre chose, c'est super facile, puis c'est même encouragé. Une autre question que j'avais, c'est face à la formation à l'UQAM, est-ce qu'on vous a donné des outils de base suffisants pour démarrer ou si vous souhaiteriez avoir encore plus de quelque chose? C'est vraiment une bonne question.
des outils suffisants pour démarrer, certainement, certainement. Mais je vais dire qu'on a appris beaucoup de choses de nature opérationnelle là-bas, comme des trucs qu'on n'avait pas nécessairement vus, comme les processus de formation de la brune verglaçante ou des trucs comme ça. Ça a vraiment bien aidé là, à complémenter notre apprentissage. Mais c'est sûr que l'UQAM, le bac à l'UQAM, c'était une bonne base. Là. Surtout, j'imagine, avec le nouveau bac en plus, je pense que vous faites encore plus d'opérationnel ou de laboratoire en tout cas. Là. Fait que, oui, c'est une bonne base, évidemment, pour commencer. Mais je veux dire, on a fini le bac depuis 2 ans, mais on apprend encore à chaque jour. Là, tu finis jamais d'apprendre dans ce domaine-là. Jamais. Mais si vous avez jamais des suggestions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à nous les communiquer. Oui, OK. Nous, on est attentifs à ça, puis on veut former les gens le plus possible pour être en ligne avec Environnement Canada. On était à Environnement Canada il y a longtemps, OK? Mais les choses changent. On est plus en recherche, mais on voudrait qu'en opération, ça corresponde à vos besoins. Bien, en fait, vite comme ça, une idée que je pourrais donner, c'est on nous dit depuis qu'on est rentré essentiellement que le travail de prévisionniste va commencer à shifter un peu plus vers la prévision déterministe, là, comme qu'on a en ce moment, qui il va pleuvoir ou on a 30% de chances qu'il pleuve, à plus de la communication de risque, de la vulgarisation. Puis ça, c'est quelque chose que je crois que vous avez rajouté dans le programme, si je ne me trompe pas. Il y a un cours de communication de risque que nous, on n'a pas eu. Là. Mais donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Là, savoir que le futur de la profession s'en va vers plus la communication, la vulgarisation, les briefings, puis tout ça. Il en parlait il y a 40 ans, puis les ordi, ils s'en viennent bons, là. Ils s'en viennent bons, les ordi. Justement, ce qu'on dit, il n'y aura pas de test des prévisionnistes, mais c'est on fait ça aussi avec les risques et puis les travaux qu'a fait Philippe Gachon, les risques d'inondation, etc. Donc, il y a ce volet-là qui se développe. Bien, comme de plus en plus aussi, là, tout ce qui est public, justement, comme on en parlait, la prévision marine, puis pour, en fait, les prévisions publiques en général. L'année passée, avec le COVID, ils ont déjà comme coupé un petit peu un poste opérationnel, donc ils sont déjà moins de monde à travailler en même temps. Puis, tranquillement, surtout du côté public, je dirais, ils sont en train de faire la transition vers la communication qui va être de plus en plus importante. Puis, c'est ça, comme avec les ordinateurs, puis tout, ils ont besoin un petit peu de moins de monde opérationnel 24/7. Si je pouvais proposer quelque chose à l'UQAM, possiblement de faire apprendre dans le cours de laboratoire de météo comment lire les métaux. Parce que les métaux, c'est très important chez Environnement Canada, puis c'est une des premières choses qu'on nous montre. Puis depuis que je lis les métaux, là, ça devient totalement magique quand on lit les observations de chaque station, parce que dans un métaux, il y a tellement d'informations, là, c'est incroyable. Donc, c'est beaucoup mieux lire des métaux que les symboles sur les cartes. C'est sûr que les symboles, on les utilise sur Nino, mais à chaque fois que j'ai besoin de voir quelles conditions météo qu'il y a eu à telle station, j'utilise un logiciel qui s'appelle AMSAS. Je tape le STID de la station, puis il m'apparaît le métaux, puis tout de suite, on voit toutes les informations. Donc, si j'ai une suggestion à donner, ça serait ça, là, vraiment, à faire apprendre les métaux. Les gens qui sont dans le cours de lab de Julie, je pense avec Mathieu comme auxiliaire, est-ce que vous faites ça ou non? Non, je pense pas qu'on va faire ça, non. Okay. Non, pas dans le labo 2, mais dans le labo 1, on n'y avait pas touché en termes de texte, là, mettons, le métaux lui-même. Comme tu as dit, on y avait touché en termes de symboles. Fait que bon, c'est sûr que l'apprendre en texte aussi, ce serait bien là, dans le labo 1. Au moins, maintenant, vous touchez à comme savoir c'est quoi un métaux avant d'arriver à un stage, là, ce qui est quand même une amélioration par rapport à l'ancien bac. Je n'ai pas vérifié, mais est-ce qu'on a le lien sur Météo Centre? Ce serait bon de... Oui, tu peux voir des métaux sur Météo Centre. Oui. Ça, je pense, oui. Sur le site de Nav Canada aussi. Ou sinon, il y a le site de comme Flight Planning, c'est ça, on fait le site de Nav Canada, puis il y a comme tous les produits dont les métaux puis les TAF de comme toutes les stations au Canada. Allô, je voulais juste vous dire merci beaucoup pour la belle présentation. C'est vraiment très apprécié et c'est vraiment différent de toutes les autres qu'on a eues au cours des années précédentes par les gens qui venaient d'Environnement Canada. Alors, super bonne idée. Bravo. Merci. Puis, je vous vois motivé et inspiré
vous êtes inspirante, alors j'imagine que vous n'êtes pas déçue de la voie que vous avez prise. Je me trompe? Non, non. Puis ça me fait penser, en fait, il voulait qu'on vous relaie l'information que le poster pour le concours de cette année. Oui, c'est ça, le concours de cette année. Il n'est pas sorti encore, il a été retardé un peu, mais ce qu'on m'a dit aux dernières informations que j'avais, ça allait sortir dans 2 à 3 semaines, vers la mi-mars à peu près. Puis après ça, si ce n'est pas déjà fait, la division de la formation va vous contacter pour faire une présentation, comme la présentation officielle là, qu'on avait comme avec Pérou les autres années. Là. Puis ça va être plus axé sur le processus d'embauche, puis qu'est-ce qu'il faut faire, puis c'est quoi les qualités d'un bon candidat. Puis, alors que nous, c'était plus comme une présentation au jour le jour. Là. Oui, Benjamin est en communication avec eux. Là, fait que préparez-vous à une autre présentation dans le Fonds d'Environnement Canada dans les prochaines semaines, justement. Puis dans le fond, c'est entre autres Benjamin qui a eu cette idée-là de cette présentation-là. Fait que c'est à lui que ça revient. Fait que merci, Benjamin. Ben là, je m'ennuyais de les voir, là, mes bons chums. Non, mais c'est le fun de vous voir, tout le monde. Là. Benjamin?